Ok. Du coup, bon, bah, alors on peut commencer. Alors, la place des spécismes dans l'architecture des oppressions, tout le truc est dans les spécismes, puisque je pense qu'on a un petit peu de mal à se mettre d'accord sur ce que signifie le terme vraiment. Est-ce que c'est un principe enfin, un principe de discrimination, c'est-à-dire juste un critère qui nous sert à dire que, par exemple, l'espèce est pertinent pour décider la manière dont on peut traiter des individus, ou alors est-ce que c'est finalement une forme de structure sociétale? Est-ce que c'est une idéologie? Est-ce que c'est un suprémacisme humain? Du coup, on va essayer de débroussailler un petit peu tout ça. Et pour ça, je vous propose que on suive un petit peu mon analyse personnelle, hein. Du coup, je ne suis pas en train de dire que je détiens une vérité générale. C'est une proposition que je fais, ou plusieurs propositions qui font un peu le tour de toutes les manières dont on peut aborder le spécisme et comment est-ce que le spécisme s'intègre par rapport aux autres oppressions, puisque pour comprendre ce que c'est, il faut essayer de prendre du recul sur bah, sa nature, d'où ça vient, etc. Alors, on peut continuer, passer à la slide suivante. Donc, on va regarder ce qu'il y a au menu. Donc, d'abord, on va faire un petit tour de définition de base qu'on a du spécisme. Puis ensuite, on va s'intéresser aux origines. Ensuite, on parlera des différents groupes. Vous comprendrez où est-ce que je vais en venir à ce moment-là. Puis, qu'est-ce que j'entends vraiment par les spécismes? Puis bon, bah, on conclura, quoi. Ok, alors on peut passer à la suite. Donc, les définitions. Donc, on a une définition déjà de base qui nous dit que c'est une discrimination, enfin, qui part du principe que le spécisme est une discrimination sociale. Donc, qu'est-ce qu'une discrimination sociale? C'est un processus lié au fait d'opérer une distinction concernant une personne ou une catégorie sociale en créant des frontières dites discriminantes, c'est-à-dire produisant un rejet visant à l'exclusion sociale sur des critères tels que l'origine sociale ou ethnique, la religion, le genre, le niveau de son intelligence, l'état de santé, etc. Donc, on peut parfaitement inclure les animaux là-dedans, puisque le critère d'espèce serait du coup un critère suffisant pour rejeter socialement la catégorie des individus spécisés. On a ensuite donc qu'est-ce qu'une discrimination systémique? Du coup, c'est voilà, la discrimination systémique fait référence à des discriminations récurrentes renforcées par des inégalités de pouvoir et de statut qui sont inscrites dans l'organisation sociale, bien que souvent faites par des individus, puisque des facteurs sociologiques tels que les normes sociales, la position sociale, l'autorité, les privilèges vont influer. Je passe un peu vite sur les définitions parce que je pense que tout le monde les a à peu près en tête. En gros, une discrimination systémique, c'est un système de discrimination sociale. On peut donc passer à la suite, voilà, et dire qu'il y a 4 manifestations des oppressions. En tout cas, moi, j'en dénombre 4. Il y a celle qui est phénoménale, celle qui est structurelle, celle qui est idéologique et celle qui est pratique. Alors, je vais développer un petit peu tout ça après. Je vais survoler les premières parce que je préférais en parler à la fin plutôt qu'au début. Je ne sais pas combien de temps je vais avoir. Ça risque d'être un peu court. Mais vous allez voir ce que j'entends par ça un peu plus loin. Donc, je vous propose de passer à la suite. On va encore faire quelques définitions. Alors, du coup, quand je parle oui, bon. Bon, alors j'observe déjà un spécisme mécanique, c'est-à-dire juste le fait d'utiliser l'espèce comme critère pour décider la manière dont on peut traiter un individu. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un principe moral, c'est juste un principe logique, du coup, bien que ça ne le soit pas. Logique, pas un principe logique, c'est bel et bien un principe logique. Ensuite, il y a un spécisme prescriptif. Là, par contre, ça va être un principe moral, c'est l'idéologie selon laquelle l'espèce humaine serait supérieure aux autres. On peut là parler de suprémacisme humain. Et on peut passer à la suite. Ça va venir, t'inquiète pas, c'est normal. Voilà, dans ce spécisme prescriptif, on peut en observer deux sortes qui ont déjà été proposées par Valérie Giroud, notamment, qui est le spécisme pur. Alors, on peut retrouver ces principes-là pour toutes les discriminations, hein, mais du coup, une discrimination pure qui donc postule d'une supériorité d'essence et
une discrimination attributive qui, du coup, postule d'une supériorité relative à des critères. Par exemple, comme je sais courir plus vite, alors le critère, enfin, le fait que je sache courir plus vite est le symptôme du fait que je sois supérieur par essence aux autres. Voilà. On peut passer à la suite. Donc, il y a un spécisme structurel, c'est-à-dire l'organisation sociale institutionnalisée faisant du spécisme une norme culturelle, limitant les droits des individus spécisés. Et enfin, on va avoir un spécisme comportemental, qui est en fait l'ensemble des pratiques issues de la culture spéciste, permettant entre autres le maintien et le développement de l'oppression. Alors, on va développer un petit peu tout ça dans la suite de la conférence. Je vous propose donc de passer à la suite. Alors, le spécisme prescriptif, c'est globalement ce sur quoi on va s'attarder un petit peu pour l'instant. Puisqu'au final, cette idéologie, elle vient pour justifier le fait de disposer des autres animaux pour des raisons qu'on va explorer maintenant. Donc, je vous propose qu'on regarde ensemble l'origine, donc on peut passer à la suite, pardon, qu'on regarde l'origine des oppressions, compétition, ignorance et dogmatisme. Alors, on peut passer à la suite. Je vais dire quoi? Je vais dire top à chaque fois qu'il faut Oui, changer de tu slide. peux dire ce que tu veux. J'essaie aussi d'écouter et d'y aller, Ok, ça marche. être un peu logique. Alors, on va commencer à rentrer dans les diagrammes. Donc, tout d'abord, il y a les lois de la physique. Top. Ces lois de la physique, elles vont déboucher sur deux choses, l'environnement et la biologie, c'est-à-dire qu'il va y avoir d'un côté l'individu et de l'autre côté ce qui l'entoure. Alors l'environnement va avoir une influence sur la biologie, va créer de la sélection naturelle, la biologie va modifier l'environnement, et donc il y a une espèce de synergie qui se fait comme ça entre l'individu et son environnement, donc les individus et leur environnement, qui eux-mêmes du coup font partie de l'environnement des autres, hein, les individus, qui fait qu'on va avoir donc des caractéristiques qui vont émerger. Ces caractéristiques vont créer une sélection, donc on peut passer à la suite, qui va favoriser. On peut encore passer à la suite, pardon. Et encore, voilà. Donc, cette synergie entre environnement et biologie va créer des pratiques. Pour donner un exemple de comment est-ce que ça peut fonctionner, par exemple, si on doit traverser un bois, on a comme organe des yeux, par exemple. On a aussi la motricité qui nous permet donc les yeux de pouvoir voir, la motricité de pouvoir nous déplacer. Donc on est déjà équipé pour traverser le bois et on va essayer de faire appel à certains sens pour savoir quel chemin emprunter. Le chemin qu'on va prendre au début, ça va être celui qui nous semble le plus accessible. Donc, par exemple, en regardant de l'autre côté, à peu près, si on voit à peu près l'endroit où on veut aller, je fais comme ça avec la main, mais personne ne me voit. Donc, si on voit le jour, s'il y a moins d'arbres, si on voit qu'il y a un sentier qui est un peu plus dégagé, en tout cas un chemin qu'on pourrait emprunter, dans lequel il y a moins d'obstacles. Et en fait, à force de prendre ce chemin, que tout le monde qui est construit de la même manière prenne le même chemin, ça va être de plus en plus facile de l'emprunter puisque on va influer sur notre environnement. Et donc, plus on va le prendre, plus il sera accessible, plus on va le prendre. Voilà, donc ça crée une pratique. Cette récurrence de cette pratique crée une culture. J'espère que pour l'instant, c'est tout bon pour vous. Ça, donc, c'est un peu la base de ce qu'on va voir ensemble maintenant, c'est comment est-ce qu'on passe des lois de la physique jusqu'à cette culture, donc en l'occurrence le spécisme, cette oppression systémique. Donc, on reprend, on a les lois de la physique, l'environnement, la biologie. Ah oui, ton écran est plus petit que le mien, ça risque de poser des problèmes au niveau de la... Enfin, plus tard, on va voir comment ça passe. Du coup, au niveau de la biologie, on a la sentience qui apparaît comme principe qui nous permet de pouvoir survivre, puisque la sentience, ça nous permet d'éviter les choses qui nous posent problème, donc l'évitement de souffrance. On peut passer à la suite. Est-ce que vous voyez toujours? Oui, oui, oui. Je pense que tu peux laisser en plein écran comme c'était. Hein.
Est-ce que moi, on m'entend par contre? Oui, oui, on t'entend. Est-ce que tout va bien? Ok. Oui, oui. Bah, tu peux passer à la suite. Est-ce que c'est moi qui plante? En fait, Sorin, je pense que tu peux remettre comme c'était avant parce que là, on a un écran qui est plus petit. Donc, est-ce que tu penses que tu peux retourner à ta configuration juste avant? Alors, j'ai perdu Sorin. Est-ce que c'est Non, normal? non, je suis là, je D'accord. suis là. Est-ce que tout va bien? Yes, c'est bon, là, on voit très bien. C'est OK, parfait. Ah, d'accord. super. Ok. Donc alors, la ceinture, ça va faire qu'on va pouvoir éviter ce qui nous nuit et donc ce qui va nous permettre de survivre et aussi rechercher ce qui nous fait plaisir et notamment les choses qui nous permettent de survivre puisque ce qui nous fait plaisir, c'est par exemple la nourriture et c'est quand même assez pratique dans un principe de survie. Le problème, c'est que cet évitement de souffrance et cette recherche de plaisir vont créer à la fois de la peur et de l'envie. La peur de manquer, tout simplement, de ce dont on a besoin et l'envie de reproduire du coup ce qui nous plaît. Ça va entraîner des conséquences qui peuvent être assez négatives. Je vous propose donc de passer à la suite. Comme on a un environnement avec des ressources limitées, eh ben, la peur de manquer plus la recherche de plaisir, donc au final de confort, va créer de la compétition. Donc, premier des trois piliers des oppressions, la compétition. On peut passer à la suite. Alors, tout ce qu'on va faire se situe sur cet axe nécessité, confort et souffrance-plaisir. Plus une chose est nécessaire, donc plus c'est un besoin pour nous et plus il y a une urgence à l'avoir et donc on va pouvoir euh, bah, négliger les, les les besoins des autres, en fait, se mettre en compétition avec. Et plus c'est du confort, plus on pourrait s'en passer. Mais en réalité, s'il y a du plaisir qui vient avec, on va le chercher et être capable de mettre les autres dans des positions inconfortables pour pouvoir l'obtenir. Sachant que nous-mêmes, on va essayer de s'éviter des souffrances et donc de faire des efforts qui nous coûteraient, même si c'est pour les autres. En tout cas, de base, c'est plutôt comme ça qu'on fonctionne. Ensuite, si on développe une morale par-dessus, ça va rentrer en compte et le plaisir qu'on pourrait prendre à tirer profit de certains individus sera finalement remplacé par de la souffrance, puisqu'en fait, on ne s'acceptera pas en tant qu'individu et donc on va se refuser à accéder à ce confort-là. On peut passer à la suite. Donc, je reprends le diagramme à partir de la peur et de l'envie. Si on a donc un objet qui est soit un besoin, soit une envie, on va avoir soit la peur de manquer, soit l'envie de le posséder. La peur de manquer, ça va créer une recherche de destruction de ce qui peut nous empêcher de l'obtenir. Si on a peur de quelque chose, ou d'un autre groupe d'individus, on va se mettre en compétition avec et on va chercher à faire en sorte qu'il soit hors d'état de nuire. De l'autre côté, si on a une envie, on va avoir envie de protéger l'objet de notre envie en fait, pour pouvoir continuer à en profiter. Ce qui fait que du coup, on va vouloir posséder l'objet en question, soit par peur de le perdre, soit par envie de l'avoir. Sauf que quand l'objet en question, c'est des individus, ou qu'en tout cas, il y a des individus qui rentrent en compte dans le processus, ça va créer un principe de supériorité. Par exemple, si on a peur d'autrui et que du coup, on cherche à le détruire et qu'on arrive à le détruire, si on a réussi à le détruire, c'est bien la preuve qu'on est supérieur. Si on a envie de protéger quelque chose et qu'on arrive à le protéger, du coup, c'est bien qu'on est supérieur à cette chose-là également, puisqu'on a réussi à la mettre sous notre joug. Ce qui va créer trois sentiments derrière, la haine, le mépris et la pitié. À partir du moment où on se sent supérieur à un autre individu, soit on va le mépriser parce que on pense qu'on est meilleur que lui, on est supérieur. Soit on va le haïr parce qu'au final, pourquoi respecter un inférieur, surtout s'il est s'il est une menace pour notre survie ou notre confort. Et dans une logique de bienveillance mal placée, on va avoir de la pitié pour cette entité-là.
On y reviendra tout à l'heure. On peut continuer. Ça, c'était pour ce qui est de l'ordre de la compétition. Maintenant, on va passer à l'ignorance, qui est un des deux autres piliers des oppressions. Donc, de base, on a de la biologie. Enfin, on a la biologie que par en biologie, sauf que la biologie ne nous donne pas vraiment de connaissances. On a des connaissances relatives, en tout cas qu'on développe assez vite, mais on est majoritairement ignorant du monde qui nous entoure. On va devoir acquérir des connaissances. Sauf qu'on a aussi des biais cognitifs. On peut passer à la suite. Donc on a des biais cognitifs, ce qui fait que ça peut renforcer notre ignorance, pas toujours, mais ça peut. Et ça va surtout entraver notre méthodologie de réflexion. Donc on peut passer encore à la suite. Je suis désolé, je pensais vraiment que ça serait moi qui ferais les slides. Ça aurait été probablement plus Il simple. n'y a aucun souci, ça se passe très bien. Du coup, une mauvaise méthodologie de réflexion entraîne du dogmatisme. Et donc, on arrive sur le troisième pilier des oppressions, qui est le dogmatisme. Et je vous propose de passer encore à la suite. Le dogmatisme et l'ignorance, en fait, vont se renforcer l'un et l'autre, puisque l'ignorance entraînant le dogmatisme par mauvaise méthodologie, le dogmatisme va venir compléter notre ignorance avec des croyances plutôt que des savoirs. Et donc, encore entraîner une mauvaise méthodologie, puis du dogmatisme, etc. On peut passer à la suite. Alors, donc, on a donc de la compétition, du dogmatisme et de l'ignorance, comme je viens de l'exposer. La compétition va entraîner de l'individualisme, mais aussi une création de groupes. Alors, de l'individualisme, parce qu'on va chercher à survivre soi-même. Alors, ça va de la survie au confort, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et cette survie individuelle, elle peut passer par le fait de coopérer avec d'autres individus. D'où la création de groupes, puisque ensemble, on est plus fort pour péter la tronche des autres qui essayent aussi d'être plus forts que nous. À côté de ça, on a un contexte matériel. Le contexte matériel, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'environnement, la biologie, tout ça, voilà. Contexte matériel. Dedans, il y a l'empathie. On peut passer à la suite. Voilà. Cette empathie, elle est là à peu près chez tout le monde. C'est ce qui nous permet de nous projeter à la place des autres. Et dans la création de groupe, ça va être quelque chose d'assez important. Ça fait que, il va falloir qu'on trouve des justifications pour posséder les ressources que les autres convoitent aussi. Alors que ça soit au sein de son groupe ou contre les autres groupes et contre les autres individus. Parce que sinon, si on n'est pas capable de justifier, ça crée de la culpabilité, puisque pourquoi est-ce que nous, par exemple, on prendrait toutes les ressources et on laisserait les autres sans rien. Donc il faut réussir à trouver une justification. Et cette justification, à partir du moment où il y a de l'individualisme et du dogmatisme, ça va être la méritocratie. Puisque la méritocratie, c'est l'idée de se dire que ceux qui sont les plus capables sont ceux qui méritent le plus. Alors, ce n'est pas que capable. On peut passer à la suite. L'émergence donc de discrimination caractéristique, c'est-à-dire sur des caractéristiques. On va prendre un critère et on va se dire que si sur ce critère-là, on est meilleur, alors on a le droit à plus. Et ça, globalement, ça va être la base de toutes les discriminations, puisque... je vais y venir après. On va revenir contexte matériel et création de groupe. Tout à l'heure, je vous ai démontré comment est-ce que les pratiques se mettaient en place. En gros, le contexte matériel plus la création de groupe, ça va commencer à créer des pratiques. Puisque il y a des rites qui vont se mettre en place, des choses qui sont plus fonctionnelles que d'autres, même pas que des rites, des pratiques. En fait, j'ai pas d'autres mots. Et ces pratiques, avec le dogmatisme et l'ignorance, ça va créer de l'essentialisme. Si on a des groupes qu'on constate qu'ils font certaines choses, on va pouvoir se dire que s'ils font ces choses-là, c'est bien propre à leur groupe, et on va pouvoir identifier ça comme un critère et donc les essentialiser à partir de ces pratiques. Or, une discrimination, un principe de méritocratie qui est basé sur une discrimination caractéristique conjointe à de l'essentialisme, ça va nous créer une culture discriminatoire. Et une culture discriminatoire, ça va créer des oppressions systémiques. On peut donc passer à la suite.
Suite, oui, on va pouvoir, je pense que tu peux encore appuyer parce que j'ai réussi à mal construire l'animation de la slide. Voilà. Alors, donc, on a donc toujours environnement biologie, compétition, dogmatisme, ignorance. En gros, je résume tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. Donc, méritocratie, essentialisme, donc oppression systémique. Les oppressions systémiques, elles sont divisées donc en deux grands pans. Il y a celles qui sont dirigées vers notre propre groupe, qui sont des discriminations, enfin des oppressions de bienveillance, en fait, de paternalisme, qui visent à protéger nos ressources, à protéger le groupe, à protéger sa survie et son confort. Et de l'autre côté, on a tout ce qui est lié à la peur de la perte, du coup, qui va nous pousser à rejeter, donc c'est la xénophobie, à rejeter tout ce qui nous est étranger, parce que ça constitue une menace, soit pour notre identité, soit pour les ressources qu'on pourrait obtenir, etc. Et on va développer un petit peu ce truc-là dans la suite. Donc, endogroupe et exogroupe. Alors, l'endogroupe et l'exogroupe, on va voir ce que c'est tout de suite. Xénophobie et patriarcat. Et ben, c'est parti. Alors, quelques définitions encore pour se faire plaisir. Donc, l'endogroupe, c'est le groupe d'appartenance d'un individu. Il réunit l'ensemble des personnes avec qui il aime s'identifier et avec qui il apprécie interagir. On parle de biais pro-endogroupe quand on désigne le fait qu'un individu peut se montrer plus indulgent et adopter une attitude plus favorable à l'égard des membres de son endogroupe, tant en termes de préjugés que de croyances ou même de comportement. C'est justement ce qui va faire qu'on va créer tout un système paternaliste et un système xénophobe. Donc on peut passer à la suite. Voilà l'exogroupe. Donc l'exogroupe, c'est quoi? À l'instar de vous plutôt, en complémentaire de l'exogroupe, l'exogroupe donc c'est le groupe autre que celui auquel un individu s'identifie et considère comme son groupe d'appartenance. Les exogroupes réunissent donc l'ensemble des personnes que l'individu a identifiées et catégorisées comme n'étant pas membres de son groupe d'appartenance. Donc en gros, l'exogroupe, c'est les autres. Alors là, je vais juste survoler parce que je ne veux pas rentrer trop en profondeur là-dessus. Donc on a tout ce qui est le système paternaliste, qui est une discrimination horizontale. Et j'ai réussi à me tromper dans la définition, donc on s'en fout de ce qu'il y a en bleu. Disons qu'on va considérer que donc dans le prisme de ségrégation, c'est-à-dire qui est au-dessus de qui, on va voir les personnes identifiées hommes, hétérosexuels, adultes, valides, qui donc sont en protection par rapport à toutes les autres personnes de la société qui elles-mêmes sont à peu près considérées du même niveau, c'est-à-dire des personnes dont il faut prendre soin, qui vont être les personnes identifiées femmes, transgenres, non hétérosexuelles, enfants, âgés et non valides. J'ai commencé à faire un découpage, je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Ce qui est important à voir, c'est que le sexisme, en fait, il comprend en lui-même et du coup tout ce qui est connecté au genre et au sexe. Du coup, ça va être la misogynie, la transphobie, l'homophobie. Et chacune de ces discriminations a à chaque fois une composante bienveillante de pseudo-protection, de paternalisme du coup, et une composante malveillante, ou en tout cas qui part du mépris, enfin qui est au moins dans le mépris, c'est-à-dire le fait de ne pas se soucier de l'intérêt de certaines classes d'individus, enfin de certains individus, pardon, appartenant à des classes opprimées. Ça peut prendre différentes formes, typiquement pour le sexisme, donc la misogynie, ça va être la haine des femmes, donc ça va créer tout ce qui est culture du viol, par exemple. Et le sexisme bienveillant, ça va être par exemple la galanterie, où on va se mettre en protection, on va estimer que les femmes sont des petits êtres fragiles qu'il faut protéger. Et du coup, en fait, on opprime à nouveau dans une volonté de bien faire, mais qui en fait est un principe de domination. On retrouve la même chose à côté. Je parle de capacitisme et de validisme. Les termes sont interchangeables normalement. Là, je vais en parler pour dire que en fait, le capacitisme, enfin, la distinction que j'ai fait là dans le diagramme, dans le tableau, c'est que le capacitisme, ça va être directement sur les capacités, même si on discrimine constamment sur les capacités, en fait, il y a vraiment une logique de
on n'est pas vraiment apte, on n'est pas capable d'être autonome. Et donc, c'est ce qu'on va retrouver dans le validisme, l'agisme. C'est connecté aussi à l'aphrodisme. Il y a un côté… Enfin bon, bref, je ne vais pas développer là-dessus. Et puis, le classisme, toute la logique patronale, c'est aussi ça. On peut passer à la suite, puisque c'est un peu plus dans le thème. Donc, on va avoir donc la xénophobie qui va comprendre, dans le prisme de ségrégation, au contraire, une discrimination verticale, c'est-à-dire avec une hiérarchisation. Donc, on va d'abord avoir soi-même, ensuite, derrière, on a sa famille, sa communauté, sa région, sa nationalité, sa culture, son phénotype, sa biologie, et on pourrait pousser le truc encore plus loin. Dans les faits, ça donne quoi? Ça donne des oppressions xénophobes qui sont par exemple le racisme culturel, qui est en fait un racisme attributif, le racisme biologique, qui est le racisme de base auquel on pense qu'on fait référence quand on fait référence au racisme, alors que ce racisme-là n'existe plus beaucoup. Il existe encore, pardon, mais il n'existe plus beaucoup. Donc ensuite, on a le spécisme. Et puis derrière, il y a encore la robophobie, l'aliénophobie et ce genre de choses avec lesquelles j'adore, dont j'aime beaucoup discuter, surtout avec Jim. Jim, si tu me regardes, coucou. À côté de ça, on a aussi donc de la xénophobie paternaliste, par exemple le colonialisme qui va prétendre vouloir le bien des individus qui sont opprimés en disant « Oh là là, les pauvres, ils ne sont pas civilisés, si on allait leur apporter la civilisation avec… toutes nos maladies et à coups de fusil. » Et puis le racialisme, qui en fait est finalement une réessentialisation, qui est à la base du racisme théoriquement, mais qu'on peut encore avoir quand on… Enfin bref, ouais, je ne vais pas développer là-dessus. Si ça vous intéresse, on pourra en parler plus tard. On va passer au spécisme, avec un S. Alors… on peut passer à la suite, parce que ça, c'était juste une image, histoire de dire, hey, vous avez vu, on est sur le nouveau chapitre. Alors, on reprend un diagramme. Donc, on a le spécisme de base, donc, qui est, comme je l'ai montré avant, une discrimination xénophobe, donc envers l'exogroupe, qui est liée donc, à la compétition, au dogmatisme et à l'ignorance. Donc, ce spécisme, il va concerner deux grandes classes d'animaux, les animaux sauvages et les animaux domestiqués. Dans les animaux sauvages, on va avoir ceux qu'on considère nuisibles et ceux qu'on considère nobles. Les nuisibles, ça va être par exemple les animaux liminaires, les parasites, la plupart des insectes, etc. Tous ceux qui, au final, mettent notre confort en péril ou nos besoins en péril. Donc, selon notre perception égocentrée ou anthropocentrée, on va estimer que ceux-là, ils peuvent disparaître. On peut continuer. C'est pour ça que pour eux, on va avoir du mépris, voire de la haine. Alors que de l'autre côté, il y a les animaux sauvages qui sont nobles et qui sont ceux qu'on va respecter, qu'on va admirer. C'est par exemple les lions, les ours polaires, les orques, les éléphants, voilà, tout ça. Tous ces animaux qu'il faut protéger parce que quand même, ils sont absolument merveilleux. De l'autre côté, donc, on a les animaux domestiqués. Ah oui, pardon, il fallait passer. Tu peux passer deux fois, du coup. Alors, les animaux domestiqués, il y en a qui sont consommables, qu'on connaît bien, c'est les animaux d'élelement, hein, mais on peut mettre dedans aussi les animaux qui sont dans les cirques, qui sont théoriquement à la base des animaux nobles, qu'on respecte, etc., mais qu'on va finalement voir comme des ressources. Et puis, on a les animaux de compagnie, qui sont ceux qu'on est censé aimer. Les consommables, on va les mépriser, on va les haïr, parce que vu qu'on les mange, il faut bien trouver une justification et donc estimer qu'ils servent à ça et que ne méritent pas notre respect, notre intérêt. C'est un principe de justification, voilà. Et de l'autre côté, ah oui, donc tu peux passer deux fois là.
Et de l'autre côté, donc, on a les animaux de compagnie qui, eux, par contre, vont être... Alors, ça, c'était pour la malveillance envers les nuisibles, la bienveillance envers les nobles, la malveillance envers les consommables et la bienveillance envers ceux de compagnie. Mais comme toute discrimination a deux faces et donc possède une partie de malveillance et une partie de bienveillance, ceux qui sont les catégorisés comme nuisibles, finalement, on va les prendre en pitié. C'est ce qui peut arriver, par exemple, quand on donne du temps aux pigeons, ou alors quand on va enlever la mort au rat, que c'est vraiment horrible. Quand on va se sentir mal pour un moucheron qui est pris dans une toile d'araignée, etc. De l'autre côté, les animaux nobles, il y a toute une partie de la population du coup qui les envie, qui les désire, qui en fait des objets de convoitise, et donc voilà, qui va les mettre dans des zoos, qui va les mettre dans des cirques, qui va les mettre qui va en faire des trophées, qui va chasser, etc. Montrer sa supériorité par rapport à cet animal qu'il estime déjà lui-même supérieur. Donc c'est une espèce de combat viriliste avec les autres animaux. De l'autre côté, on a à nouveau de la pitié pour les consommables. C'est pour ces animaux qui vont nous attendrir. Par exemple, les veaux, il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas de veau parce que quand même, on ne mange pas des bébés, c'est horrible. Voilà, et il ne faut pas manger issus de l'industrie. Par contre, les œufs bio ou de poules en plein air, etc., ça passe. Et puis, on a les animaux de compagnie qui, au final, comme ils sont sous notre domination et qu'ils sont réduits au rang d'objets, finalement, de distraction, de peluche, on va finir par les mépriser. Ça peut donner lieu à des abandons, à de la maltraitance, etc. Orlando, excuse-moi je t'interromps très rapidement. Est-ce que ça te convient si du coup on prend 5 minutes supplémentaires? Est-ce que ça convient à tout le monde? Comme ça, on aura un petit peu plus de temps, voilà, pour poser des questions ou un petit peu approfondir. Oui, moi, ça me va très bien. Eh bien, c'est super. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, il n'y a pas de problème. On continue du coup. Passons à la slide suivante. Alors, en pratique, ces spécismes, du coup, ça crée toute une large gamme de différences de traitement qui vont de la destruction à la protection. Disons que plus on est du côté de la protection et moins il va y avoir de conséquences négatives de ce spécisme, voire même on peut se dire qu'à un certain niveau, en fait, il n'y a même plus de spécisme. Ça peut comprendre la mort, la torture, la négligence, l'abandon, la possession, et puis à partir de là, on va commencer à arriver sur la liberté et du soin. Donc, paternalisme, xénophobie, en fait, à l'intérieur même des discriminations, puisque, pardon, est-ce qu'on peut revenir au schéma d'avant? J'ai oublié de dire un truc. Les animaux domestiqués font partie de l'endogroupe, en fait. Donc, ça reste de la xénophobie, mais c'est une xénophobie paternaliste, celle qu'on a envers les animaux domestiqués, alors qu'on a une xénophobie xénophobe pour les animaux sauvages. Voilà. Et là, on peut repasser à la suite 2 fois. J'arrive pas à croire que c'est déjà fini. Je pensais que ça serait beaucoup plus long, je suis assez content. Donc, alors là, on fait n'importe quoi au niveau de la... Il faut que 2 fois. Voilà. Alors, si je reprends mon affirmation du début, on a 4 manifestations du spécisme. On a la phénoménale, l'idéologique, la structurelle et la pratique. Je vais donc résumer tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. La manifestation phénoménale, c'est que de base, on va se privilégier soit son groupe plutôt que les autres. Et donc, à l'échelle des animaux, ça va créer une forme de spécisme où en fait, on va malgré tout favoriser son espèce parce que y a plus de chances que son espèce soit profitable à notre propre survie. Or, comme on est dans une dynamique peur et d'envie, c'est-à-dire de rejet de la souffrance et de recherche de plaisir, on va mécaniquement être dans
une pratique phénoménale spéciste. Ensuite, on a un spécisme qui se divise en deux, qui est celui qui est idéologique. Enfin, pardon, je dis qu'il se divise en deux, il se divise en plus que ça. Où on a déjà parlé de spécisme pur et spécisme attributif. On peut aussi parler du coup de spécisme en tant que principe mécanique, comme j'en ai parlé tout à l'heure, en tant que principe logique, c'est ça. Et voilà. Donc rien qu'au niveau de l'idéologie, il y a déjà encore deux autres tendances. Ensuite, il y a ce qui est structurel. Donc là, on a 4 spécismes, puisqu'on a un spécisme envers les nuisibles, un spécisme envers les nobles, envers les consommables et envers les animaux de compagnie, qui sont très différents, avec des raisons différentes, des modalités différentes. Et on a finalement des spécismes de pratique qui sont différents, puisque entre la volonté de détruire et la volonté de protéger, il va y avoir tout un spectre. Ce qui fait que quand je parle des spécismes, en réalité, je parle au moins de 5, 6, 7, 8, 9, 10 choses différentes. Et je pense que on est perdu du coup si on utilise un même terme pour définir des choses. C'est pour ça que je propose la nomenclature que j'ai faite là, histoire d'y voir un peu plus clair. On peut passer à la dernière slide. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez retrouver tout ce qu'on fait sur repliquetique.fr, sur notre page Facebook, notre Instagram, notre Twitter, notre chaîne YouTube et même sur Pinterest si vraiment vous ne savez plus du tout quoi faire. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que c'était clair. J'aurais aimé vous montrer le diagramme général qui réunit tout ça dans un seul maxi-diagramme. Je n'ai pas eu le temps de vous imposer cette torture. Ça sera peut-être pour la prochaine fois, ou en tout cas c'est sûr que ça finira par sortir sur Repliquetique. Et puis, j'ai fini. Je vous remercie. Je remercie les organisatrices des webinaires, toutes les personnes qui ont participé à ce que ça soit possible. Et merci de m'avoir fait confiance. Voilà. Eh ben, merci à toi, c'était très bien, tu vois, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu tellement de problèmes avec ces slides. En plus, j'ai eu plein de diagrammes, alors moi, je suis ravie. C'était chouette. Alors du coup, on a pas mal de questions que je vais... Donc, on a une dizaine de minutes pour les questions. Donc, je vais essayer de poser un petit peu ce qui me semble le plus intéressant, même si tout est intéressant, attention. Donc, finalement, la compétition serait à l'origine de toutes les oppressions, celle au sein de l'endogroupe, donc le patriarcat, et celle au sein de l'exogroupe, donc la xénophobie. Y aurait-il un moyen d'abolir la compétition pour abolir toutes les oppressions? Alors, s'il y a un moyen, j'imagine que oui, parce que dans un univers qui est infini, j'imagine qu'à peu près tout est possible. C'est factoriel. Je ne dis pas avoir la connaissance de quel facteur le permettent. Par contre, j'ai des pistes. Et alors, du coup, je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet Méduse, mais en gros, l'idée, ça serait de commencer à partir sur de nouvelles bases et notamment, alors, est-ce qu'on peut mettre des images dans le chat? Non, mais je ne peux pas montrer des diagrammes. Non, c'est bon, c'est bon. Allez, on va le faire autrement. Mais en gros, chaque problème a sa solution. Si la compétition est un problème, du coup, la bienveillance qui permet la coopération, la collaboration, va du coup être une réponse appropriée. L'ignorance, il y a tout simplement le savoir. Et pour le dogmatisme, il y a l'esprit critique et le fait d'avoir de la méthodologie. C'est quelque chose qui s'acquiert, donc ça fait partie de la connaissance aussi. Et l'esprit critique, ça a besoin correctement d'un cadre bienveillant, justement pour éviter les jugements, pour éviter de se mettre en réactance trop rapidement. Donc voilà, cette espèce d'écosystème qu'on peut faire et qui est ce qu'on essaye de faire sur le projet Méduse de bienveillance, esprit critique, connaissance. Ça serait théoriquement, selon tout ce qu'on vient de dire, en tout cas tout ce que je viens de dire, une solution potentielle.
Bah oui, merci beaucoup. C'est vrai que sur le projet Méduse, on a pas mal d'outils. J'en profite aussi pour faire la pub du projet Méduse. Bon, c'est pas une pub parce que c'est pas un truc qui est payant, mais, mais effectivement, il y a plein d'outils mis à disposition et on parle beaucoup de tout ce que tu viens de dire dans, bah, tous les aspects. Vraiment, on parle de ça. Enfin, c'est vraiment super. Si ça vous intéresse, une session d'accueil, je vous accueillerai avec plaisir. Euh, Tu peux nous dire ce qu'est l'aphro? Alors, l'aphrodisme, c'est la discrimination sur les critères esthétiques. C'est connecté avec le validisme, notamment parce que euh, on estime que quelqu'un qui est euh, donc défavorisé, donc qui fait partie de la classe des moches, et, bah, un partenaire sexuel moins intéressant va probablement être moins capable de survivre et probablement malade, puisque les maladies généralement créent des choses inhabituelles, en tout cas au niveau de l'apparence physique. Donc voilà, ce critère-là, bon, l'aphrodisme, ça touche un petit peu à tout, puisqu'il y a aussi une logique classiste, il y a aussi une logique sexiste dedans. C'est pour ça que j'ai aussi parlé de grossophobie dedans, puisqu'en fait, la grossophobie, c'est aussi de l'aphrodisme et donc du validisme. Donc voilà. Et les bénéficiaires sont pas nécessairement, enfin les bénéficiaires si, c'est les personnes qui font partie de la classe des beaux, mais pas que. C'est-à-dire que c'est un peu comme le système de genre. Tout le monde subit cette oppression, que ce soit dans un sens ou dans un autre. On peut en tirer des avantages, mais on serait bien plus libre si on en était émancipé. Oui. Bah, c'est sûr que finalement, comme beaucoup d'oppressions qui mériteraient à être abolies, oui, l'aphrodisme. Et d'ailleurs, est-ce que l'aphrodisme ne serait pas aussi partie du spécisme, ce qui est le fait de trouver certains animaux moches, par exemple, pourrait leur nuire ou faire qu'on a moins de considération. Alors, j'ai montré toutes les intersections, enfin, on a parlé de l'intersectionnalité entre les spécismes et le reste des oppressions. Globalement, on va trouver du sexisme partout, enfin partout, en tout cas dans toutes les classes spécisées. On va retrouver du racisme, euh, euh, et en fait dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on va instrumentaliser les animaux pour maintenir les oppressions racistes ou sexistes, par exemple, euh, en faisant des parallèles, par exemple, avec les animaux, puisque le racisme, au final, c'est le racisme et le spécisme, ils sont en prolongement, en fait. Du coup, vu qu'il y a un suprémacisme qui ne sont pas humaines, c'est un principe d'animalisation qui est d'ailleurs connu dans les analyses antiracistes, les analyses du racisme. Et donc, c'est une logique spéciste. Donc, les personnes racisées subissent du spécisme et les personnes spécisées subissent du racisme. Également parce qu'on va essentialiser par des cultures et leur faire subir le traitement qu'on fait subir en fait à certains humains qui sont racisés. Enfin bref, on va avoir par exemple plus de proximité avec les animaux occidentaux en France qu'avec des animaux qui seraient plus exotiques et qui sont constamment réduits à les origines culturelles. Ils appartiennent, ils n'ont pas d'origine culturelle, mais à laquelle ils sont associés dans la civilisation, les civilisations humaines. Bon, et pour le sexisme, pareil, on a des systèmes de sélection génétique pour que certains correspondent à des stéréotypes de genre mignons, peluches, etc. Ou alors au contraire agressifs. Voilà. Et on va les traiter différemment en fonction de si c'est des mâles ou des femelles. Enfin bon, il y a à chaque fois une dimension où ils sont opprimés par le sexisme des humains, mais ils sont aussi opprimés par un sexisme qu'ils subissent eux-mêmes directement. Ouais, bah ouais. On voit qu'il y a bien une espèce de hiérarchie des oppressions, enfin que tout se recoupe et que finalement la racine des oppressions est toujours
liés. J'espère qu'on pourra avoir un diagramme de toutes les petites flèches. J'ai super envie. On va on va peut-être devoir se laisser pour essayer de ne pas avoir trop de retard avec la suite. Orlando, c'était hyper passionnant. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment chouette. J'espère que toi aussi, tu as passé un bon moment malgré tous les